Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la première phase de mon projet de recherche postdoctorale qui porte sur les politiques industrielles vertes. C'est quoi ça, des politiques industrielles vertes? C'est-à-dire, c'est des politiques publiques qui visent à lier l'objectif de décarbonisation des économies avec aussi les transformations économiques d'une économie domestique, c'est-à-dire développer des secteurs spécifiques comme par exemple les énergies renouvelables ou les véhicules électriques. Et j'analyse ces politiques-là dans le contexte nord-américain, c'est-à-dire je compare le cas du Québec, celui du Canada et aussi celui des États-Unis. Et je vais m'intéresser spécifiquement sur leurs impacts sur l'évolution du monde du travail dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Quand on parle en fait de politique industrielle verte, à quel morceau législatif auquel je fais référence? Bien, dans le cas des États-Unis, je vais vous parler du Inflation Reduction Act et aussi du Infrastructure Investment and Jobs Act, qui sont les deux pièces maîtresses de ces politiques industrielles vertes aux États-Unis, qui ont développé des milliards en subventions, crédits d'impôt pour stimuler tout un ensemble de secteurs, dont les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les technologies de capture du carbone, etc. Je nomme aussi une autre politique, c'est-à-dire le Chips and Science Act, qui s'inscrit dans cette mouvance-là, qui vise à développer, entre autres, les semi-conducteurs, qui n'est pas nécessairement lié aux politiques industrielles vertes en particulier, mais oui aussi parce que les semi-conducteurs est une composante clé des véhicules électriques. Pour le Canada, en fait, il y a le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques en 2016, mais plus près de nous, en fait, il y a eu l'adoption, dans le cadre du budget fédéral de 2023, du Plan canadien Une énergie abordable, de bons emplois et une économie propre en croissance, qui était vraiment une réponse directe à l'adoption du Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui sont deux politiques clés aussi qui visent à faire la belle part en matière de crédits d'impôt et de subventions pour développer des secteurs relativement spécifiques à ceux aux États-Unis. Et dans le cas du Québec, on parle du plan pour une économie verte qui fait la belle part aux subventions, notamment au développement de la filière batterie, par exemple, qui fait beaucoup les manchettes, et aussi qui vise à décarboniser aussi des secteurs industriels hauts en émissions. Donc, en fait, il y a différentes manières d'évaluer les politiques industrielles vertes. D'accord? Comme la littérature, en fait, tend à beaucoup s'attarder aux effets technologiques, c'est-à-dire est-ce que les politiques sont en train de véritablement développer les technologies qui sont nécessaires à la décarbonisation des économies. On peut penser, par exemple, à la question du stockage, en fait, des énergies, qui est un défi avec l'intermittence des énergies renouvelables. Et ici, on peut penser aux travaux, entre autres, de Mariana Mazzucato et l'État entrepreneurial vert, où elle réfléchit vraiment à toute la question d'avoir des institutions financières publiques, par exemple, qui ont des mandats spécifiques pour assumer des risques au développement de ces technologies-là que le capital financier privé ne veut pas. Il y a aussi les effets environnementaux, c'est-à-dire toutes ces politiques industrielles vertes, vu qu'il y a, Lucas nous en a parlé tout en temps avec les véhicules électriques, qui viennent avec toutes sortes de nouvelles frontières extractivistes qui mettent des pressions environnementales. Et ici, on peut penser entre autres aux travaux de Rio Francos qui montrent en fait comment ces politiques-là ont des impacts énormes sur le plan environnemental, tout dépendant de la forme qu'elles prennent. Moi, dans ma présentation et dans mes recherches, je vais m'attarder surtout aux effets sociaux, c'est-à-dire leurs impacts spécifiques sur l'avenir du travail dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques. En fait, point de départ, on entend beaucoup en fait ces gouvernements-là avec ces politiques-là avoir tout un discours de légitimation de ces politiques-là en nous promettant des bons emplois verts, voire même syndiqués, d'accord? Donc, une des pièces maîtresses, entre autres, au Canada, il y a le plan pour des emplois durables, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui nous parle ici d'emplois décents, bien rémunérés, de grande qualité, etc., ou le plan pour une économie verte au Québec, qui nous parle d'une transition juste pour l'ensemble de la société, qui doit prendre en compte la réalité propre à chacune des régions du Québec. Et dans le cas de Joe Biden aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler de ça. Joe Biden est même allé sur les lignes de piquetage dans le cadre du gros conflit qui a opposé le UAW dans le secteur automobile. Et là, on peut se demander, est-ce que vraiment on est en train de sortir du néolibéralisme alors qu'on nous promet des bons emplois, voire même syndiqués? En fait, je vous dirais, allons pas si vite parce qu'évidemment, il ne faut pas confondre en fait les promesses des gouvernements avec la réalité. Et donc, il y a un enjeu fondamental à faire où il ne faut pas confondre les discours avec les pratiques institutionnelles réelles qui accompagnent ces politiques-là et les tendances aussi en matière de marché du travail. C'est d'autant plus important de ne pas faire cette confusion-là parce que avant ces politiques-là, les tendances en matière de travail, en termes de salaire et taux de syndicalisation des secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques, en général, tendaient à être en deçà de ceux qui prévalaient dans les industries fossiles. Évidemment, il y a des variations, comme par exemple, Bevlin, dans un autre panel, nous parlait que la réalité du secteur de la construction au Québec
a réussi à protéger, par exemple, a été capable de maintenir un contrôle syndical sur le développement en train de l'installation des panneaux solaires et des éoliennes, ce qui fait une grande différence avec le cas des États-Unis, où là, on a un travail qui est non syndiqué, beaucoup plus précaire à bas salaire. Ma question qui anime ma recherche, c'est vraiment, est-ce que les politiques industrielles vertes vont véritablement, au-delà des discours, paver la voie à la création de bons emplois verts, ou plutôt renforcer ou maintenir les tendances à la segmentation du marché du travail, caractérisée par l'expansion du travail précaire et à bas salaire dans les secteurs concernés? Ma recherche est dans deux temps. Je vous présente le premier pan de ma recherche aujourd'hui, c'est-à-dire je vous présente la comparaison des politiques publiques, donc les politiques industrielles vertes, et plus largement le régime en matière de droits du travail et droits sociaux au sein duquel ils s'inscrivent. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième phase, je vais vouloir analyser concrètement c'est quoi l'effet de ces politiques-là sur les tendances en matière d'emploi vert. C'est-à-dire, je vais regarder des dimensions qualitatives telles que les salaires et bénéfices sociaux, l'organisation du travail, les taux de syndicalisation. Est-ce qu'on remarque une évolution ou pas? Et aussi, est-ce que ces politiques-là, la manière qu'incorporent les travailleurs, travailleuses dans le développement de ces secteurs-là, c'est quoi la nature du pouvoir qui est renforcée ou limitée? Et là, ça implique de regarder c'est quoi les cadres de gouvernance à l'échelle de l'entreprise ou celle de l'État et les formes de syndicalisme aussi qui se mettent en branle. J'utilise la littérature sur la transition juste comme une manière d'avoir un ensemble de critères d'évaluation de ces politiques industrielles vertes, mais je n'aurai pas le temps de vous systématiser ça. Donc, allons dans le vif du sujet plus empirique de mes résultats de recherche. Donc, aux États-Unis et au Canada, en fait, et incluant le Québec, on peut nommer en fait trois caractéristiques qui les particularisent, entre autres, c'est-à-dire que ces politiques industrielles vertes s'appuient principalement sur le secteur privé. Et donc, on vise à mobiliser le capital vert, c'est-à-dire une fraction de la classe d'affaires qui voit dans la transition écologique des opportunités d'investissement pour développer des nouveaux secteurs compétitifs internationalement. Ça ne veut pas dire que ces subventions-là ne peuvent pas avoir une ouverture à des entités publiques ou communautaires, mais c'est principalement vers le secteur privé que c'est orienté. Aussi, ici, on utilise principalement les crédits d'impôt, aussi les subventions, comme levier privilégié. Et donc, encore une fois, on n'est pas en train de vouloir développer des secteurs publics contrôlés par l'État ou par les travailleurs, travailleuses et la communauté. Et donc, on vise surtout à créer des incitatifs pour orienter l'investissement vers certains secteurs. Et plus récemment, on a vu l'apparition de tarifs douaniers. Vous avez peut-être vu ça, entre autres, au Canada et aux États-Unis. On a introduit, entre autres, 100 de tarifs sur l'importation des véhicules électriques chinois, qui représente aussi une autre dimension de cette politique-là. Avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, en fait, les crédits d'impôt peuvent être distingués de cette manière suivante, c'est-à-dire, premièrement, il y a un crédit de base de 6 pour les investissements en technologie propre, OK? Et ces crédits peuvent atteindre jusqu'à 70 si vous respectez un ensemble de critères qui renvoient au contenu national, c'est-à-dire la production, est-ce qu'on embauche localement ou on produit une proportion de la production dans l'économie domestique, et aussi de transition, juste sur lequel je vais revenir. Dans le plan canadien, on a quelque chose de similaire, c'est juste qu'ici, les crédits d'impôt vont varier du secteur à un autre. Et ici, on parle entre autres de production d'énergie renouvelable, d'hydrogène, production et implantation de technologies propres par les entreprises. Mais ce qui est important à retenir, et ici je cite Daniela Gabor, qui nous dit en fait que compte tenu que c'est basé surtout sur des crédits d'impôt, ben, le choix des carottes, qui sont les crédits d'impôt ici, reviennent en dernière instance au capital privé, dont les décisions de se départir de millions de dollars en crédits d'impôt supplémentaires est une question de compétitivité en matière de coûts. Okay? Pour le cas états-unien et canadien, en fait, les conditionnalités en matière d'emploi, de quoi on parle? Ben, principalement, on parle de mesures de salaire en vigueur, ou en anglais, on parle de prevailing wages, ou de formation d'apprentis, ou apprenticeships en anglais, pour une proportion des salaires des heures travaillées sur les projets en question. Ce qui est important à retenir aussi, c'est surtout que ces conditionnalités-là s'appliquent seulement aux travailleurs, travailleuses de la construction. Et donc, on peut avoir, par exemple, un projet où on construit une usine de batterie, et donc les travailleurs, travailleuses embauchés pour construire l'usine de batterie, elles, vont être soumis à ces conditionnalités-là, mais les travailleurs, travailleuses qui vont fabriquer les batteries à l'intérieur de l'usine, eux ne seront pas soumis à ces standards d'emploi-là. Et donc, ça limite aussi la portée de ces mesures-là. Fait distinctif, le Québec, quand en fait le fédéral a adopté son plan en réaction à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, a invoqué en fait sa souveraineté et son droit de retrait et n'a pas introduit les conditionnalités en matière d'emploi rattachées à certains crédits d'impôt au Canada. Et donc, il n'y a aucune conditionnalité rattachée aux subventions vertes au Québec, comparativement, par exemple, au Canada. Et lorsqu'on voit des conditionnalités d'emploi, c'est surtout des programmes généraux d'investissement où, par exemple, on va dire, vous faites un investissement majeur dans un projet industriel et là, on va vous donner un prêt pardonnable si les emplois créés sont payés en haut de la moyenne salariale québécoise,
ou si les emplois sont garantis pendant 10 ans. Fait distinctif du cas des États-Unis, en fait, on a des conditionnalités sociales qui sont rattachées à la localisation des projets d'investissement. Et donc, l'Inflation Reduction Act, entre autres, promet d'utiliser 40 en fait, de ces subventions pour être allouées à des communautés qui ont été marginalisées historiquement et affectées par le racisme environnemental. Et là, je commence à apprendre d'utiliser la souris. On a le plan pour des emplois durables au Canada, en fait, qui est une mesure phare en matière d'emploi vert. En fait, ce plan-là insiste surtout sur des mesures de dialogue social. De quoi on parle ici? Donc, on parle d'un conseil du partenariat pour des emplois durables où on va avoir 13 représentants patronaux, syndicaux, autochtones et divers experts. On a la table régionale sur l'énergie et les ressources qui vise à soutenir des stratégies régionales de développement économique vert dans le contexte où on fermerait des secteurs, où on serait impacté par tout un ensemble de politiques environnementales. Il y a tout un volet sur la formation professionnelle et on vise aussi à améliorer la collecte de données sur la quantité et la qualité des emplois durables. C'est une chose qu'on apprécie comme chercheur d'avoir des données qui sont un peu plus fiables. Dans le cas du Québec, on nomme la transition juste comme un des 9 principes qui guident l'action gouvernementale depuis 2020. Et souvent, en fait, on a des critères assez vagues qui vont de la prise en compte de populations vulnérables par le changement climatique à l'adéquation entre la demande des employeurs et l'offre de main-d'œuvre qualifiée. Puis encore une fois, on mise beaucoup sur le dialogue social. En fait, les conditionnalités en matière d'emploi qui ont été adoptées restent très largement limitées, okay? Parce qu'une des conditionnalités d'emploi qui aurait été beaucoup plus prometteuse, c'est notamment la première mouture de l'Inflation Reduction Act promettait la neutralité syndicale pour avoir accès aux fonds fédéraux. C'est quoi la neutralité syndicale? Bien, c'est de dire, si vous avez des fonds du gouvernement, vous devez respecter, s'il y a une campagne d'organisation syndicale, de battre les pattes et de ne pas embaucher des compagnies d'experts qui visent à empêcher la campagne. L'autre mesure importante, c'est un crédit d'impôt supplémentaire de plus 4 500 $ US si vous achetiez, par exemple, un véhicule électrique de fabrication syndicale. Dans les deux cas, ces mesures-là ont été battues et défaites politiquement. Au Canada, en fait, le plan pour les emplois durables contient très peu de mesures concrètes. On reste vraiment dans un cadre de gouvernance. Et au Québec, la rhétorique au bon emploi s'accompagne très peu de standards d'emploi dans le plan de l'économie verte. OK, donc je vais aller plus vite. Je vais juste vous présenter qu'une des mesures phares qu'il aurait pu avoir en matière de droit du travail, c'était entre autres le PRO Act qui aurait vraiment permis d'imposer en fait la neutralité syndicale pour tous les employeurs et non seulement ceux qui reçoivent des subventions. On aurait permis des élections syndicales hors lieu de travail. Aussi, on aurait eu une médiation et un arbitrage obligatoire en cas de négociation bloquée. On aurait éliminé les dispositions right to work dans le secteur privé. On aurait même permis le droit à la grève et au piquetage de solidarité, et tout ça n'a pas été adopté. Ce qui fait en fait que le cas au Canada et au Québec, ça fait en sorte qu'on reste dans un régime de relations de travail qui est relativement plus fort que celui aux États-Unis, où on a entre autres la médiation et l'arbitrage obligatoire en cas de négociation bloquée. Je note entre autres récemment, on a l'adoption d'une loi fédérale anti-scam qui représente une avancée dans les secteurs de juridiction fédérale. On a aussi 10 congés de maladie payés qui ont été récemment adoptés dans la coalition NPD libéraux qui vient d'être fragilisée, mais on reste dans un contexte où les grèves de solidarité, de piquetage de solidarité restent illégales comme celles aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de vous parler des avancées et des changements en matière de politique sociale. Je vais juste vous parler rapidement en fait, d'un pan de ma recherche, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, une chose de particulier, c'est que vu que les conditions d'emploi, les conditionnalités d'emploi sont très faibles, on se rabat sur les départements d'État qui gèrent des programmes de subvention. Et ça, c'est spécifique. Je n'ai pas vu ça dans le cas du Québec et des États-Unis, où, par exemple, on a des concours de subvention où on dit aux entreprises, si vous voulez avoir la subvention, ben dites-nous, est-ce que vous avez un plan de bénéfices sociaux de Community Benefits Plan où on dit ben, ça va être quoi les salaires que vous allez offrir, c'est quoi les bénéfices sociaux, avez-vous des mesures de conciliation travail-famille, horaires prévisibles, et on utilise finalement la concurrence entre les entreprises pour les subventions pour niveler vers le haut. C'est un peu le but. Mais en pratique, ce qu'on voit en fait, c'est que j'ai commencé à regarder des programmes spécifiques, c'est quoi les entreprises qui sont sélectionnées. Et dans le cas, par exemple, du Battery Materials and Recycling Funding, parmi 21 projets sélectionnés, il y en a seulement un sur les 21 qui a inclus des types d'engagement de neutralité syndicale, de formation professionnelle en partenariat avec les syndicats et une convention collective pour un projet. Et donc, ça montre que les entreprises sélectionnées, en fait, restent souvent dans des engagements très vagues ou qui ne vont pas renforcer le pouvoir des travailleurs.
Je saute à mes conclusions. Donc, première conclusion, ben, toutes les politiques industrielles vertes, comme je vous ai dit, ont comme pour trait commun de dérisquer les investissements privés dans les secteurs ciblés. Et donc, on vise à être surtout des incitatifs au secteur privé. Si les lois du travail et les politiques sociales au Québec sont comparativement plus progressistes dans le contexte américain, les conditionnalités rattachées aux politiques industrielles vertes sont les plus faibles des cas étudiés. Et donc, aussi, il y a des réformes limitées ou absentes en matière de droit du travail et de droits sociaux à travers les cas étudiés. Et en fait, pour terminer, je n'ai pas le temps d'aller au complet de ma slide, mais en gros, ce qui est la conclusion forte, c'est de dire en fait que les politiques industrielles vertes nord-américaines offrent peu ou pas de levier institutionnel pour renforcer la capacité des travailleurs-travailleuses à négocier et lutter pour une transition juste. Et donc, les emplois verts qui vont être créés demeurent régulés largement par des régimes néolibéraux. Par contre, il reste que ces politiques-là stimulent en fait des nouvelles vagues d'investissement qui créent des opportunités d'organisation pour les travailleurs, travailleuses dans les secteurs. Et compte tenu que les travailleurs, travailleuses sont positionnés à un endroit stratégique, vu que les entreprises dépendent de leur travail vivant, ben, ils peuvent avoir un pouvoir structurel d'activer, comme Vinny nous parlait, d'un pouvoir de grève qui peut leur permettre d'être une voie plus prometteuse pour améliorer leurs conditions de travail et viser une transition juste.